Le président russe Vladimir Poutine a suspendu à plusieurs reprises un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Pourquoi? Le dirigeant russe ne veut pas que quiconque soit au courant d'un sinistre secret. Une trêve en Ukraine fera tomber Moscou de l'intérieur. Même si l'effondrement de l'économie russe sera un problème majeur, ce n'est pas la raison. L'inquiétude de Poutine est que les épidémies de criminalité, la toxicomanie, le chômage et la violence domestique menacent les fondements de la société russe alors que des centaines de milliers de soldats rentrent chez eux. Le drame autour du cessez-le-feu est là où tout commence. À la suite de leur rencontre en Arabie Saoudite, le président américain Donald Trump et le président ukrainien Vladimir Zelensky ont publié une déclaration commune le 11 mars. Un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les deux parties. Pendant 30 jours, la Russie et l'Ukraine suspendraient leurs armes afin de poursuivre les pourparlers de paix. L'accord couvrirait tout. Plus de combats dans la mer Noire, plus de frappes aériennes, plus d'attaques terrestres. Pendant un mois entier, la bataille prendrait effectivement fin. La réaction du président russe était prévisible et la balle était fermement dans le camp de Poutine. Il rejeta le premier plan de cessez-le-feu, affirmant qu'il avait besoin d'obtenir des réponses à de nombreuses préoccupations avant de consentir à ce que la Russie rende ses armes. Le drame du cessez-le-feu persista pendant plusieurs semaines. Poutine a appelé Trump environ une semaine après que les États-Unis et l'Ukraine ont conclu un accord. L'Ukraine a accepté lorsqu'il a promis un cessez-le-feu rapide pour les infrastructures énergétiques. Quelques heures seulement après le contact, la Russie a lancé une attaque contre les infrastructures électriques de l'Ukraine. La viabilité de cette courte trêve est désormais incertaine après que l'Ukraine a riposté de la même manière. Pour le moment, Trump et Poutine se disputent au sujet d'un cessez-le-feu en mer Noire. Une fois de plus, le dirigeant russe ne se montre pas coopératif. Selon CNN, il a informé Trump que la Russie n'accepterait un cessez-le-feu en mer Noire que si les sanctions imposées à la Russie pour son invasion de l'Ukraine étaient levées. Les États-Unis ont levé 384 des 311 sanctions qui font actuellement vaciller l'économie russe. Fait remarquable, le 26 mars, il a été annoncé qu'un court cessez-le-feu dans la voie navigable contestée avait été convenu par la Russie et l'Ukraine. Les sanctions contre la Russie semblent avoir été levées. Pour soutenir son secteur agricole en difficulté, les États-Unis ont néanmoins accepté de lui accorder l'accès aux engrais et autres fournitures agricoles. Les États-Unis superviseront également la réunification d'au moins une partie des 700 enfants que la Russie aurait volés à l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine et aideront l'Ukraine à faciliter le rapatriement des détenus civils et des prisonniers de guerre. Cependant, il ne s'agit pas d'un véritable cessez-le-feu. En outre, ni l'Ukraine ni les États-Unis ne peuvent compter sur Poutine pour respecter ses engagements concernant le cessez-le-feu récemment signé en mer Noire. Si l'on en croit ses promesses non tenues concernant les infrastructures énergétiques, d'autres attaques russes en mer Noire sont susceptibles de se produire dans les jours à venir. Et il y a une explication simple. Poutine n'est pas intéressé par la fin de la guerre en Ukraine, malgré ses affirmations constantes selon lesquelles il souhaite mettre en place une trêve. Il retarde et s'engage dans des négociations dans le but de prolonger le conflit qu'il a initié aussi longtemps que possible de manière compatissante. Pourquoi, après tout, au cours des 3 dernières années, la Russie a subi des pertes spectaculaires face à l'Ukraine? Le ministère ukrainien des Finances rapporte que plus de 907 soldats ukrainiens ont été tués, blessés ou capturés à la suite de l'invasion de Poutine. En échange de la prise de contrôle de seulement 20% de l'Ukraine, la Russie a perdu plus de 21 600 véhicules blindés de combat, 10 chars et du matériel supplémentaire. Une trêve permettrait sans aucun doute à Poutine de se réorganiser et de se préparer à une nouvelle attaque ou de faire éventuellement revenir ses troupes en Russie. C'est vrai, mais le problème pour Poutine, c'est le retour des troupes en Russie. Il comprend que la Russie sera détruite si des centaines de milliers de soldats rentrent dans leur pays. C'est pourquoi il reporte et négocie autant un cessez-le-feu. Dans quelle mesure la Russie peut-elle être dévastée par une conclusion temporaire ou permanente du conflit en Ukraine? Un rapport publié par Medusa le 17 mars contient la solution. Il cite le compte de médias sociaux Farideli Telegram qui affirme que les pourparlers sur un accord de cessez-le-feu sont au point mort parce que Poutine est conscient des conséquences d'un retour des forces russes au pays. Il y aura de nombreuses difficultés internes. Les soldats qui souffrent de TSPT rentreront chez eux dans un pays qui ne leur offre aucune possibilité d'emploi et une aide minimale pour gérer les symptômes de leur maladie. Il y aura plus de crimes. L'abus de substances augmentera de façon spectaculaire. Poutine devra faire face à l'arrivée de centaines de milliers de soldats violents qui n'ont nulle part où diriger leur agressivité, si ce n'est contre leurs propres citoyens. D'importants problèmes intérieurs sont en route vers la Russie. Medusa affirme que ces problèmes se répartissent en 4 groupes principaux, à commencer par une augmentation de la consommation de drogue et d'alcool. Il est possible que de nombreux soldats de retour au pays consomment de la drogue ou de l'alcool pour faire face à leur stress psychologique
et physique. Un initié du ministère russe du Travail, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que la première année suivant le conflit serait une année de beuverie. Selon l'étude Medusa, certains signes indiquent déjà que cela devient un problème. Par exemple, les soldats qui ont été blessés ou ont perdu des membres sur le front ont du mal à se réinsérer dans la vie civile à leur retour en Russie. Ils ont commencé à boire de manière excessive pour faire face à l'agonie et au stress provoqué par leurs problèmes et ce qu'ils perçoivent comme le rejet de leur propre société. En réalité, la Russie est aux prises depuis longtemps avec la consommation d'alcool, tant au sein de ses forces armées qu'en dehors. Plusieurs récits ont fait surface au cours de l'été 2023, affirmant que les troupes russes faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour faire face aux atrocités du conflit en Ukraine. En juin 2023, l'armée russe était déjà aux prises avec une crise de dépendance, selon Radio Free Europe, où RFE et le ministère de la Défense du pays ressentaient la pression de la situation. Le ministère de la Défense dispose d'un département entier pour la réadaptation psychologique, mais aucun travail réel pour le traitement à grande échelle du SSPT n'est effectué, cite le site un médecin russe de la région de Rostov. Cependant, de nombreuses personnes tentent d'engourdir leurs émotions en consommant des stupéfiants lorsqu'elles sont témoins des atrocités et de la misère de la guerre, notamment des membres coupés, des blessures exposées et de la mort, sinon elles perdraient tout simplement la raison. Selon RFE, la méthadrone, une amphétamine synthétique connue sous le nom de sel en Russie, commence déjà à poser de sérieux problèmes. La drogue est déjà en train de pénétrer l'armée russe et est utilisée par environ la moitié des patients orientés vers des structures officielles de traitement de la toxicomanie, avec 3 condamnations rien qu'en mars 2023. Les affaires liées à la drogue traitées par le tribunal militaire russe étaient déjà en augmentation. À titre de comparaison, il n'y a eu que 3 condamnations en 2021 et 2022 combinées, alors qu'il n'y a eu qu'une seule condamnation liée à la drogue en 2020. La consommation d'alcool est tout aussi problématique. The Hill note dans un article de 2023 que la consommation d'alcool est répandue dans la société russe et s'est même étendue aux plus hauts dirigeants. Malgré les assurances de Poutine selon lesquelles il ne boit pas, The Hill affirme que les responsables du Kremlin sont passés de la consommation d'un verre de vodka à celle d'une bouteille entière au travail, et cela ne concerne que ceux qui tentent de vivre sous le régime autocratique de Poutine tout en prenant des décisions. L'armée russe a des problèmes de consommation d'alcool bien plus graves. The Hill affirme que ces problèmes ont commencé dès l'invasion des troupes de Poutine. Comme les soldats de base étaient fréquemment intoxiqués, la Russie a interdit la vente d'alcool dans de nombreux territoires occupés de l'Ukraine. Seule la consommation de drogues non alcoolisées, telles que le sel décrit précédemment, ainsi que l'héroïne, le cannabis et d'autres opiacés, semblent avoir augmenté en conséquence. Le trafic de drogue et le vol sont étroitement liés, le trafic de drogue étant déjà le 2e crime le plus courant en Russie. Si une trêve est déclarée et que des milliers de soldats russes déjà dépendants rentrent chez eux, le cercle vicieux de la consommation de drogue ne fera que s'aggraver car les toxicomanes volent pour obtenir de l'argent afin d'acheter ce dont ils ont besoin. Pour la première fois en plus de 10 ans, la dépendance à l'alcool a augmenté en Russie selon un article du Moscow Times de janvier 2024. Le nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de trouble lié à la consommation d'alcool pour la première fois est passé de 153 900 à 53 300 entre 2010 et 2021. Cependant, 54 200 diagnostics ont été établis en 2022. Cela établit une tendance inquiétante, mais il ne s'agit pas d'une augmentation significative par rapport aux chiffres. Bien que la Russie ait tenté de mettre en cause les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, les chiffres étaient toujours en baisse au moment du pic de la pandémie et n'ont augmenté qu'une seule fois, l'année où Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. Et lorsque les troupes dépendantes de la drogue et de l'alcool commenceront à rentrer en Russie, ils augmenteront sans aucun doute. Les statistiques sont fournies par la Jamestown Foundation. Selon le rapport, la consommation d'alcool en Russie a augmenté pour atteindre 2-3 milliards de litres en 2023. Ce genre de choses existe depuis la fin de l'ère soviétique, lorsque l'Empire russe était en déclin. La criminalité galopante est la deuxième raison pour laquelle la Russie s'effondrera si Poutine accepte un cessez-le-feu, et elle est affectée par l'augmentation des problèmes de dépendance. Plusieurs facteurs sont en cause. Selon la fondation Jamestown, il semble y avoir une corrélation entre l'augmentation des crimes violents et l'augmentation de la consommation d'alcool en Russie en 2023. En 2023, il y a eu plus de 589 crimes violents en Russie, le plus grand nombre depuis 2011. Selon Interfax, cité par la fondation, le Kremlin attribue les incidents violents à des crimes perpétrés par des groupes ukrainiens sur le sol russe. Il convient toutefois de noter que cette affirmation a été faite plus d'1 an avant que l'invasion
de l'Ukraine par la Russie ne la ramène effectivement en Russie. Ici, Medusa attire l'attention sur le véritable problème. Certains des civils les mieux payés de Russie font partie des troupes qui reviennent en grand nombre. Actuellement, les soldats en Russie reçoivent une solde de combat d'environ 200 roubles par mois, ce qui représente environ 8% du budget fédéral du pays. Les soldats font partie des 15% des revenus les plus élevés du pays, gagnant entre 2 et 3 $ par mois. En offrant une carotte en forme de rouble sur un bâton, Poutine est capable d'inciter les gens à rejoindre son armée et beaucoup sont impuissants à résister. Son problème est que ces soldats aux revenus élevés ne voudront probablement pas retourner en Russie et occuper des emplois réguliers et moins bien rémunérés. Sans l'argent qu'ils ont reçu de leur service militaire, beaucoup de ces soldats, qui sont déjà habitués à utiliser la violence pour obtenir ce qu'ils veulent, se tourneront vers la criminalité, ce qui fera baisser leur niveau de vie. Selon Medusa, cela pourrait les amener à contracter des emprunts en grande quantité qu'ils auront du mal à rembourser en raison des taux d'intérêt exorbitants pratiqués en Russie. Il est si logique que certains soldats russes de retour au pays aient recours à des activités criminelles pour joindre les deux bouts et dans certains cas pour se procurer de la drogue et de l'alcool. Une autre difficulté exacerbe ce dilemme. Poutine compte déjà un grand nombre de criminels dans ses troupes. En octobre 2024, Poutine a promulgué une loi autorisant les criminels en attente de jugement ou contestant une condamnation antérieure à s'enrôler dans l'armée russe afin d'échapper aux poursuites, dans ce qui ne peut être interprété que comme un ultime effort de Poutine pour soutenir ses forces en déroute. Ces derniers échangent en effet une peine de prison contre un service militaire. À l'origine, la Russie avait l'intention d'enrôler 24 de ces condamnés, mais selon une source militaire russe, le nombre réel serait probablement plus proche de 60 . Ils se sont tous deux trompés. Selon le Kiev Independent, jusqu'à 180 prisonniers ont déjà été enrôlés dans l'armée russe en janvier 2025. Cela représente plus de la moitié des 300 à 350 détenus qui seront incarcérés dans les prisons du pays d'ici la fin de l'année 2024 et d'autres criminels vont probablement être recrutés. Selon le Moscow Times, le nombre de personnes s'enrôlant dans l'armée russe a été divisé par 5 depuis le milieu de l'année 2024, passant de 200 à 250 par jour à cette époque à seulement 40 par jour en février 2025, et ce, même si les candidats se voient leur promettre des salaires énormes et une prime à la signature de 19 $. Considérez les implications pour la Russie si un cessez-le-feu était mis en place. Le pays pourrait devoir faire face à des soldats autrefois respectueux de la loi qui recourent à la violence en raison de leur dépendance, de leur faible salaire et peut-être des effets du SSPT. En outre, environ 180 anciens délinquants pourraient rentrer chez eux, voire plus si le conflit se poursuit, et être libres de commettre d'autres crimes parce qu'ils ont échangé leur peine de prison contre le service militaire. La vérité était que la Russie connaîtra une forte augmentation de la criminalité dès le retour de ses forces, malgré l'espoir probable de Poutine que la majorité de ces criminels périront sur le champ de bataille en Ukraine. Et cela nous amène au troisième problème de Poutine. Lorsque ces soldats de retour au pays rentreront chez eux, ils pourraient ne pas avoir beaucoup de possibilités d'emploi, même s'ils sont prêts à accepter des revenus nettement inférieurs. Poutine a déjà tenté de résoudre ce problème. La règle impose désormais aux employeurs de maintenir des postes disponibles pour certains des soldats russes qui ont quitté leur emploi pour s'enrôler dans l'armée russe. Medusa a déclaré que la loi poserait problème car certains vétérans russes pourraient devenir des travailleurs à problème en raison de leur consommation de drogue et de leur criminalité. Selon un membre du ministère russe de la Défense qui souhaite rester anonyme, le meilleur scénario est qu'ils soient indemnisés pour éviter d'aller travailler. Cependant, la question est bien plus complexe que cela. Depuis novembre 2020, le taux de chômage en Russie n'a cessé de baisser. Il était d'un peu plus de 6% ce mois-là. Moscou affirme que 4 ans plus tard, le taux de chômage en Russie est d'un misérable 2-3%. La majorité des Russes gagnant de l'argent pour acheter des produits et des services, cela semble être une excellente nouvelle pour l'économie du pays. Lorsque la bataille en Ukraine sera terminée, des centaines de milliers de soldats retourneront en Russie, ce qui est le problème, alors que certains d'entre eux pourraient retrouver leur poste précédent. Des centaines d'autres apprendront qu'il n'y a pratiquement pas d'emplois disponibles en Russie en raison du faible taux de chômage du pays. Alors que le conflit est toujours en cours, cela commence déjà à poser problème. Selon un article du Kiev Independent du 24 mars, le marché du travail russe s'est considérablement refroidi en 2025, le nombre total de postes vacants dans le pays ayant chuté de 15% au cours des premiers mois de l'année.
Toutes les catégories ont connu des baisses et il n'y a actuellement que 2-3 millions de postes vacants. En janvier et février 2025, il y avait 13,3% de postes comptables vacants en moins par rapport au même mois en 2024. Les offres d'emploi pour les caissiers ont diminué de 9,1%, tandis que celles pour les professionnels des ressources humaines ont diminué de 9,6%. Pire encore, le secteur de la logistique en Russie a connu une baisse de 25%. Tout cela indique que les entreprises russes réduisent leurs embauches alors que le pays peine à se remettre des dommages économiques causés par l'invasion de Poutine. Cela ne suffira pas, même si le président russe Poutine peut affirmer que des postes sont encore à pourvoir dans le secteur de la défense. Comme l'a noté la Jamestown Foundation, des centaines de milliers de soldats russes pourraient retourner dans un pays où ils ne trouveront pas d'emploi, ce qui pourrait les conduire à se tourner vers des activités criminelles. Cela nous amène au quatrième problème soulevé par l'étude de Medusa, une augmentation de la violence domestique. Selon la chaîne Fari Daily Telegram citée par Medusa, les femmes seront particulièrement vulnérables à la violence des hommes souffrant de SSPT. Cette augmentation s'accompagnera également d'un pic de grossesse non désiré, ce qui est très différent de l'augmentation progressive des taux de natalité que la Russie souhaite atteindre. Des deux côtés du conflit en Ukraine, la violence domestique est déjà un problème. Selon un article d'octobre 2022 publié en février 2023, 25,9% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête étaient très susceptibles de souffrir de SSPT. On peut voir la différence qu'une guerre fait lorsque l'on compare ce chiffre aux 3,7% d'hommes et 5,1% de femmes au Royaume-Uni qui souffrent de cette maladie. Il semble y avoir une corrélation entre cette forte prévalence du SSPT et une augmentation de 5% des expériences sexuelles forcées et de 8% des cas de violence domestique en Ukraine. En Russie, c'est encore pire. La Russie était déjà confrontée à un problème de violence domestique avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Rien qu'en 2016, 29 470 cas d'infractions violentes contre un conjoint ont été signalés. En 2021, cependant, ce nombre était tombé à 14 860, l'année précédant l'engagement de centaines de milliers de soldats russes dans une guerre sanglante. Malheureusement pour les groupes familiaux pacifiques que la Russie cherche à établir, beaucoup d'entre eux pourraient revenir avec des troubles de stress post-traumatique, des problèmes de dépendance et une propension à la violence qui pourrait évoluer vers la criminalité. En réalité, depuis le début du conflit en Ukraine, les problèmes de violence domestique en Russie n'ont fait qu'empirer. C'est ce que dit Lilia Vedjevatova, la coordinatrice du groupe de résistance féminine contre la guerre. Elle affirme que le niveau de violence domestique a augmenté à la suite de la guerre. Les personnes qui reviennent d'une zone de conflit sont généralement gravement traumatisées, tant mentalement que physiquement. Tout cela contribue à une augmentation des crimes domestiques contre les femmes et les enfants. Le Barents Observer cite des cas spécifiques qui se sont déjà produits. En avril 2023, alors qu'il était en congé, un sergent-chef de l'armée russe, âgé de 44 ans, a assassiné sa femme. En août de la même année, un homme à Mourmansk a demandé à une femme si elle était en faveur de l'opération militaire spéciale, puis l'a frappée au visage. Selon Natalia Baranova, militante féministe de la résistance anti-guerre, les femmes n'étaient donc pas protégées avant la guerre, elles sont désormais en danger et dans la position la plus vulnérable. Le niveau de violence dans la société augmente et continuera d'augmenter. Chaque personne qui revient du combat souffre de SSPT, ce qui affecte sa santé mentale. Partout, que ce soit à la maison ou dans les rues de la ville, il y a un risque de rencontrer de l'hostilité. Si Poutine accepte une quelconque forme de paix en Ukraine, la combinaison des autres problèmes sociaux grandissants et de la montée de la violence domestique conduira certainement à l'effondrement de la société russe. Il ne fera rien à cause de cela. Même s'il le faisait, il est peu probable que Poutine reconnaisse les effets de son invasion sur ses propres citoyens, comme ceux qui sont revenus de la guerre contre l'Afghanistan dans les années 1990. Les vétérans de Poutine pourraient finir par se retrouver à la dérive. En outre, la Russie manque cruellement de conseillers d'orientation professionnelle et de spécialistes de la réinsertion qualifiés pour aider les soldats de retour au pays à surmonter leurs problèmes de dépendance, de stress post-traumatique, de violence et d'emploi. Il n'y a pas d'infrastructure. Poutine ne la construira pas, tout cela révèle un problème générationnel qui risque de déchirer la société russe. Cependant, si Poutine annonce un cessez-le-feu et que les soldats russes commencent à rentrer chez eux, que pensez-vous qu'il se passera? Les choses vont-elles être aussi mauvaises que ces rumeurs l'indiquent? Y a-t-il une chance que Poutine mette fin au conflit en Ukraine? Pour en savoir plus sur les effets de la guerre en Ukraine sur la Russie, abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos commentaires dans la section prévue à cet effet.